Bienvenue tout le monde sur le podcast Ciné-Marchons, le podcast où on marche en parlant de cinéma. Et aujourd'hui, c'est la première du podcast. En fait, je me lance, je suis Émile Lombrage, scénariste et écrivain amateur, en fait. Et j'ai une chaîne YouTube en parallèle que j'ai aussi commencé. Alors, on peut se dire, waouh, on peut vous dire, putain, mais le mec, il multiplie les projets, il va dans tous les sens, il n'arrive pas à se focus, etc. En fait, non, c'est pas vraiment ça. C'est que je vais mettre sur ce podcast, en fait, du contenu que je pourrais pas forcément mettre sur la chaîne en particulier au niveau des films parce que, on se fait ultra striker sur YouTube, donc ça sert à rien de faire des vidéos de cinéma dans tous les sens. Deux, j'ai fait une vidéo de ciné, une critique à chaud, justement, de Titane que j'avais vu à Cannes, là, le dernier film du Corneau qui a eu la Palme d'Or. D'ailleurs, j'ai fait la critique avant qu'il ait eu la Palme d'Or. Et évidemment, j'avais trouvé le film super intéressant, fait qu'il y avait vraiment matière à en dire des choses, etc. Mais bon, enfin, j'aimais pas vraiment le format, c'est-à-dire être face cam, devoir pas bouger et parler du film, etc. Enfin, ça me frustrait pas mal, ça me bridait dans ma liberté de parler. Et franchement, je trouvais que ce format était 1000 fois plus adapté au podcast que à la vidéo. Et d'autant plus, je pense que le podcast, en tout cas, ce type-là de podcast devrait me permettre de pas me surcharger de travail. Je pense que je vais réécouter une fois, voire peut-être pas, je vais peut-être balancer ça direct, sans montage, entre guillemets à l'arrache, mais parce que il n'y a pas besoin, le format, il veut ça en fait, c'est-à-dire que de la spontanéité, je vous parle comme je parlerais à un pote en fait. Et on débat du film, etc. Bon, alors il va y avoir des petits bruits, parce que forcément, je suis dans Paris, je vous raconte pas la galère pour trouver des rues silencieuses. Je dis ça, peut-être que vous entendez là, il y a déjà une voiture qui arrive. Mais bon, c'était prévisible. Et puis, après tout, c'est pas grave si le son il est pas parfait. En vrai, on s'en fout pas mal. Une de mes principales inspirations pour ce podcast, voilà, boum, une deuxième, bon. Une de mes principales inspirations pour ce podcast, c'est... Putain, mais là, il y a trop de bruit. Voiture, moto. Allez, on va essayer d'aller par là. Une de mes principales inspirations pour ce podcast, c'est le marché parlé qu'on retrouve sur Radio Navo, qui est un des co-auteurs de la série Bref. Et justement, en fait, en réécoutant juste avant de sortir, parce que je me suis dit, putain, le son il va être dégueulasse dehors et tout, ça va être horrible. Et bah, en fait, c'est pas si relou que ça. Tant que ce qui est dit est intéressant, il y a pas trop de problème. Bon, peut-être qu'après, avec le temps, j'arrive à avoir un meilleur micro, je sais pas quoi, un setup qui fera que on n'entend quasiment pas les voitures à côté. Mais bon, en vrai, c'est du détail, quoi, parce que tant que le contenu est bon, c'est pas trop grave, en fait, si, voilà. Tant qu'on entend ma voix bien au premier plan, quitte à ce qu'il y ait quelques bruits de temps en temps, c'est pas grave, au pire ça rendra le truc plus vivant. Et puis aussi ma deuxième inspiration, c'est aujourd'hui j'ai découvert les podcasts de François Bégodeau, mes podcasts de cinéma. Alors moi Bégodeau je le connais parce que je l'ai vu sur Thinkerview et j'aime bien, je trouve que c'est un mec qui parle bien, j'aime bien l'écouter parler. En tout cas, sans être forcément à 100% d'accord avec lui, mais en tout cas il y a des opinions intéressantes et travaillées. Du coup, ça fait de lui nécessairement une personne intéressante. Et Monsieur Bégodeau a du coup sorti des podcasts de cinéma et il s'y connaît énormément. Enfin, je dirais, des chroniqueurs au cahier du cinéma, etc., machin. Et bon, même si certes ces films sont pas mal analysés avec un prisme politique, parce que bah forcément le mec il vient de là face à son cheval de bataille avant tout. Il n'empêche que ça reste super intéressant. Je lui dis mais c'est pas très grave. Et au pire, moi aussi je suis biaisé d'une certaine manière. Mais justement, c'est aussi pour ça que vous m'écouterez et vous continuerez de m'écouter peut-être. C'est par ce biais, le fait que voilà, moi j'écris régulièrement et donc du coup, je vais avoir un point de vue qui va être un petit peu original, un petit peu sortir de la norme, etc. Et surtout, bon, bah évidemment, vous vous doutez, on va surtout parler de scénario, même si on parlera pas mal de mise en scène aussi, parce que bon, j'aspire, en tout cas j'espère, un jour peut-être dépasser le cadre juste d'écrire et aussi pouvoir passer derrière une caméra et filmer. Mais bon, ça, on verra, c'est pour plus tard, quoi. Et donc, maintenant que la genèse vous a été contée, je vais vous parler, du coup, du sujet du jour, Mindhunter, la série produite sur Netflix, mais aussi produite par David Fincher.
Détail qui n'est pas des moindres parce que Le Bougre fait quand même partie des meilleurs réalisateurs actuels de la génération. Il a aussi, parmi les films en tout cas qu'il a fait, on peut citer Fight Club 7, Le Zodiac, Gone Girl, enfin bon, Social Network, j'en oublie, mais voilà, il en a fait plein qui vraiment ont eu beaucoup de succès très mérités. Et c'est vraiment un très grand réalisateur. Il a aussi fait participer à la série House of Cards, que je vais pas vous cacher, moi je l'ai pas regardé, donc on va pas pouvoir en parler. Et ce qui a fait que je suis tombé sur Mindhunter un peu que maintenant. D'ailleurs, à la date où j'enregistre ce podcast, il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis de deux saisons de Mindhunter qui sont sorties. Quand la saison 3 sort, si j'ai d'autres trucs à dire éventuellement, je ferai une petite mise à jour. Je referai un petit épisode. Mais du coup, c'est un détail qui est assez important de mentionner David Fincher parce que, en fait, il a vachement conditionné la mise en scène de la série. Et on en reviendra une fois qu'on plongera vraiment précisément dans le vif du sujet. C'est une série qui parle de tueurs en série. C'est-à-dire que le parti pris de la série, c'est nous montrer un peu l'évolution du profilage qui, en fait, consiste à essayer de comprendre la psychologie des tueurs en série pour après vraiment pouvoir mieux les arrêter, mieux les identifier, etc. Et donc on part de ces 2 héros, Holden et l'agent Tench. Je me souviens plus de son prénom, désolé. C'est vraiment pas mon fort, hein, les prénoms. Mais de Holden et de Tench, qui justement sont au tout début de l'unité de profilage et donc vont interroger des tueurs en série dans des prisons, etc. Et après ils essaieront d'utiliser leur savoir acquis pour résoudre des enquêtes, bla 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 bla. Voilà. Et donc je m'intéresse à ça justement dans le cadre parce que en ce moment je suis en train de d'écrire la prochaine histoire que je vais écrire, c'est un trailer, un polar, quoi, avec des tueurs en série, justement. Et dans le cadre de mon travail de recherche, je me suis dit que c'était assez intéressant de me plonger dans cette série. Déjà, commençons par le premier fait, la façon dont sont décrits, mis en scène les tueurs en série, elle est vraiment, je trouve qu'elle est très juste. Il y a un vrai parti pris réaliste dans cette série qui est vraiment super intéressant et qui permet de rendre... Putain, j'ai perdu mes mots, désolé. Petit coup de vent. Il y a un parti pris réaliste dans cette série qui est vraiment très intéressant et qui permet de rendre les tueurs en série d'une facette auquel on n'a pas l'habitude de les voir. Parce que justement, le problème des tueurs en série, problème qui est pointé par pas mal de psychiatres, dont un des types dont j'ai lu le bouquin, Daniel Zaguri, qui est que ils sont magnifiés, enfin c'est-à-dire que ça correspond pas à la réalité, la vision qu'on a dans les films. Oui, bon, il y a forcément 2-3 trucs qui correspondent, mais globalement, en fait, c'est pas du tout les monstres, enfin la manière dont on les imagine. Et cette série, justement, en faisant la part belle du réalisme, arrive à mettre en scène des tueurs en série sans artifice hollywoodien classique, c'est-à-dire d'en faire la figure du monstre, en fait. Car oui, ce sont des monstres, mais ce sont aussi des hommes. En particulier, le premier mec qu'ils vont interroger, Ed Kemper, c'est très intéressant parce que, justement, c'est exactement ça qui va ressortir en premier, son humanité. On va même avoir du mal à comprendre, parfois, on va avoir ce petit choc de se dire, attends, c'est vraiment lui qui a commis toutes ces atrocités? Ça a l'air d'être un... Désolé pour la moto. Ça a juste l'air d'être un gros nounours. Et c'est là que le paradoxe, il est pile poil... il est merveilleusement pointé. Et du coup, pour avoir fait pas mal de recherches donc sur la psychologie, j'ai lu de psychanalyse, de psychiatrie des tueurs en série, où voilà, des gens comme Daniel Zaguri ont mené des entretiens avec, etc. Et je peux vous dire que c'est assez fidèlement représenté. J'ai pas appris grand-chose dans la série pour pas dire rien, parce que je connaissais déjà pas mal des choses sur la psychologie, mais en tout cas, je trouvais ce parti pris-là très intéressant. Mais et justement, ça colle extrêmement bien au style de David Fincher, parce que David Fincher, en fait, il est vraiment dans un tournant réaliste. Je veux dire, les films de David Fincher se veulent vraisemblables, réalistes.
quand on fait un film sur Mark Zuckerberg, sur Social Network, c'est qu'on veut parler de notre époque, de ce qui se passe vraiment, en fait, quoi. Et d'ailleurs, en fait, même ça se ressent même dans sa mise en scène, qui, je trouve, pour le coup, est parfaitement adaptée à Mindhunter. Moi, je n'ai pas encore vu son dernier film, Manque. Faudrait que je le revoie. Mais la mise en scène de Fincher, je trouve, il a une évolution comme beaucoup de réals. J'ai l'impression que c'est un pattern qu'on trouve aussi chez les types qui ont réalisé la série En Thérapie, de réduction, d'épuration de leur style. C'est-à-dire que vraiment, on revient à ce qu'il y a de plus essentiel, de plus basique dans le cinéma. Alors dans le cas de En Thérapie, les réalisateurs d'En Thérapie, là c'est Toledano et Nakache. Eux, avant, ils ont fait Intouchable. Et un petit peu après Intouchable, ils ont fait un autre film avec Jean-Pierre Bacry, qui je l'ai pas vu, mais je crois qu'il y a une unité de temps ou de spatiale qui est très très précis, genre le film doit se passer sur 24 heures ou dans le même espace, un huis clos, un truc comme ça. Et après, avec En Thérapie, je veux dire, c'est une série où ce sont des gens qui vont voir un psy. Et du coup, c'est que du chant contre chant, en fait. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire la mise en scène à travers juste du chant et du contre-chant, quoi. C'est-à-dire que la grammaire la plus basique du cinéma. Et finalement, en fait, David Fincher, il est aussi un peu dans cette démarche. C'est-à-dire que moi, j'ai revu Fight Club en plus très récemment, et ça m'a frappé là en voyant du coup l'évolution, parce que, enfin, en plus, il a une longue carrière très prolifique, il a fait beaucoup de films, et j'en ai vu pas mal. Mais du coup, de voir un de ses premiers films, Fight Club, avec maintenant la mise en scène qu'il utilise dans Mindhunter, c'est vraiment assez intéressant, et d'ailleurs ça colle parfaitement bien pour Mindhunter, parce qu'avant en fait dans Fight Club ou même Panic Room, il y a des plans où justement ils sont très stylisés, vraiment quoi. Mais en fait plus ça passe, moins il y a de plans, enfin plus ils réalisent des films, moins il y a de plans ultra stylisés. C'est pareil dans Gone Girl quoi. De mémoire il n'y a pas de plans ultra stylisés, les plans sont vraiment bien purs. Enfin, j'arrive pas à avoir le qualificatif parfait, mais je pense que vous saisissez l'idée. C'est-à-dire il n'y a pas de superflu, quoi. Dans ces films, il n'y a plus d'effet de style, on réalise un bête de travelling, un plan séquence, etc., machin. Non. Alors, bon, après, dans le cas d'une série, ça se comprend, parce qu'une série, c'est aussi, filmé avec un petit budget. Un petit budget. Comparé à des films de cinéma, oui, c'est un petit budget, et puis même en fait en termes de temps, c'est-à-dire que voilà, on peut à budget parfois équivalent, voire plus petit qu'un film dans le cadre de l'industrie hollywoodienne, hein, bien sûr. Au lieu de filmer, d'avoir 2 heures à la fin, on doit en avoir 12 ou 6 quoi. Du coup, forcément, ça rend la chose très différente à filmer. On a beaucoup moins le temps de s'amuser à faire des plans séquences de bâtards, des travelling, etc. Quand on fait une série, il faut aller vraiment au plus efficace, au plus vite. Et c'est là où justement la mise en scène de Fincher, ça va parfaitement. Et c'est pour ça que ça fait vraiment corps avec le réalisme de cette série, parce que à l'instar d'En Thérapie, enfin, bon, même si Mindhunter était là avant, donc je devrais pas dire comme ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de chant contre chant, en particulier au moment des interrogatoires des tueurs. Et la mise en scène est vraiment ne joue que là-dessus. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à avoir des flashbacks. Moi, je pensais qu'il y aurait ça au début, c'est-à-dire que ils interrogent les tueurs et puis après, on a des plans où on voit le tueur clairement effectuer le geste, l'agression, etc. de façon un peu plus stylisée, machin. Non, pas du tout. Et je trouve ce parti pris audacieux, très sincèrement, parce que voilà, c'est pas spectaculaire du chant contre chant, mais néanmoins, en fait, parce que ce qu'ils nous racontent les types est tellement c'est morbide, c'est glauque, que du coup, ça va nous tenir en haleine. Juste ce simple fait-là. Parce que les dialogues sont suffisamment intéressants. Et c'est là où justement la mise en scène de Fincher, elle prend tout son sens. Parce que justement, Fincher, il va jouer pour avoir des cadres très bien et montrer, parce que dans la composition, il y a une super vidéo de Every Frame is a Painting ou Picture, je sais jamais, sur David Fincher. Je vous enjoins à regarder très clairement, où il parle vachement de ça, de comment est-ce que il structure les gens, enfin, comment est-ce qu'il construit son cadre avec les personnages, comment il montre les relations entre personnages au sein même d'un dialogue ou d'une même scène, comment elles évoluent, comment juste lui il fait ça avec ses plans, avec les cuts. Et c'est vraiment très brillant.
Et en particulier, dans le cas de Mindhunter, c'est très clairement ce qu'on retrouve. C'est-à-dire que vraiment, la façon dont tout ça évolue, etc., enfin, ça rend très très bien. Ça rend vraiment très très bien. Et tous ces confrontations avec les tueurs, ça rend même la façon dont ils parlent. Dans la saison 2, il y a un plan où l'agent Tench, il interroge un gamin, qui est d'ailleurs c'est un des épisodes que Fincher a réalisé, qui est vraiment ultra bien filmé. Enfin, je veux dire, on comprend toute l'évolution des dialogues, rien qu'en découpant chacun des plans, en regardant qu'est-ce qui se passe, etc., machin. Il y a une utilisation du son à un moment qui est très intéressante. Enfin, je peux pas vous en montrer plus. Mais en tout cas, ça donne vraiment cet aspect qui est super intéressant. Et d'ailleurs, je pense que c'est lui qui a clairement donné des directives de mise en scène, parce que après, même dans des épisodes que lui-même ne réalise pas, on retrouve plein de ces gimmicks de réalisation. Et vraiment, il y a une unité visuelle de la série qui est très bonne. Et ce qui m'a agréablement surpris, parce que moi, je trouve, je vais être assez honnête, je trouve qu'il y a pas mal de séries qui sont pas très bien mises en scène. Enfin, après, je comprends, hein, forcément, pas le budget, etc., machin, enfin, c'est compliqué, mais je trouve qu'il y a des séries, vraiment, j'aime vraiment pas leur mise en scène, quoi. Je sais que ça va faire débat, mais par exemple, moi, je trouve que la série Game of Thrones, elle est vraiment pas très très bien mise en scène. Enfin, si, elle est bien mise en scène, mais il y a plusieurs fois où moi ça m'a frustré. Je me souviens en particulier des plans de bataille, j'étais là. Après, forcément, on peut pas faire comme dans le Seigneur des Anneaux. Ils n'ont pas les moyens, ni rien, etc. C'est compliqué. Mais là, dans le cas de Mindhunter, j'ai vraiment rien à redire sur la réalisation, je la trouve parfaite, quoi. Et vraiment, elle tranche, en fait, assez différente d'une autre série qui est très bien réalisée, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les séries très bien réalisées, ça se compte, bon, pas non plus sur les doigts de la main, mais en tout cas, pour moi, j'en connais assez peu, il y en a assez peu qui m'ont marqué par leur mise en scène. Et je pense que Mindhunter, qui est en fait une mise en scène très subtile, pour le coup. Vraiment, si vous faites pas gaffe, vous l'avez pas, mais je trouve que la mise en scène est très bonne, et moi ça me fait penser à Breaking Bad, qui est vraiment dans un autre registre, qui a une mise en scène beaucoup plus spectaculaire. Enfin, il y a quelque chose de spectaculaire, un peu tape à l'œil, des effets de style, etc., machin. Et c'est un peu le parallèle, il est intéressant parce que je trouve que Mindhunter, dans sa mise en scène, c'est un peu l'anti-Breaking Bad. C'est-à-dire que vraiment, il y a des trucs mis en scène dans Mindhunter, enfin, Breaking Bad, ils auraient jamais mis en scène ça comme ça. Parce que l'idée derrière Breaking Bad, c'est aussi de magnifier, de faire un western de tout ça et de magnifier les actions et le personnage de Walter White, et même un peu tout ce qui entoure, etc., de donner une certaine emphase, ce qui n'est pas le cas dans Mindhunter, en fait. Dans Mindhunter, l'idée, c'est on reste straight to the ground. Vraiment bien terre à terre, les faits, rien que les faits. On va pas faire des effets de style, etc., machin. Et c'est là où la série est vraiment assez audacieuse, mais néanmoins, je dois d'en parler parce que au-delà de cette audace, je trouve que la série a un petit souci. Enfin, un souci en fait, c'est au niveau de son écriture. Forcément, je vais gueuler un peu sur l'écriture. En tout cas, en parler, c'est que quand bien même tout ce qui est autour des tueurs en série est vraiment bien fait, il y a une forme d'académisme dans l'écriture qui, je trouve, est parfois tranche, est frustrant. Voilà, c'est vraiment, moi ça m'a frustré plusieurs fois. Alors bon, si vous n'êtes pas trop sensible à ça, il y a moyen. Il y a un appartement qui diffuse de la musique. Bon. Désolé, j'explore les rues. Hein. Si vous n'êtes pas trop sensible à ça, il y a moyen que vous remarquez rien. Mais bon, néanmoins, voilà, moi vu que c'est un peu ce que je fais principalement, du coup, forcément, ce sont des choses que je note. Bon, je passe sous un pont, j'espère que le son n'est pas trop dégueulasse. Vous allez croire que je suis sur le périph'. Et par conséquent, pour bien comprendre cet académisme dont je parle, il faut remonter à justement la façon dont on produit les films hollywoodiens, parce que c'est très important. Déjà, Hollywood, les films aux États-Unis, c'est une industrie. On parle d'industrie cinématographique. Et il faut absolument avoir ça en mémoire, parce que c'est primordial afin de bien comprendre la manière dont sont produits films et séries là-bas. D'ailleurs, oui, maintenant que je parle de l'intrigue, j'aurais dû glisser avant, je viens d'y penser seulement maintenant.
évidemment, cette vidéo le jargon qui va pas. Ce podcast est garanti sans spoil, ou si je spoil des petits trucs, enfin, c'est pas des spoils qui vont heurter votre plaisir à la découverte de l'œuvre. Voilà, quoi. Sur limite même, ça vaut... parfois, en fait, je trouve qu'il y a certains spoils qui sont bien, vraiment au sens strict du terme, dans le sens où ça permet de mieux appréhender certaines choses qui vont arriver, donc de donner quelques clés de lecture pour pas être totalement perdu. Donc si il doit y avoir du spoil, ce sera du spoil dans ce sens-là, pour vous permettre d'avoir une compréhension plus éclairée et donc de bien plus kiffer, plutôt que du spoil qui va vous gâcher le plaisir. De toute façon, j'ai pas besoin de spoiler Mindhunter pour bien en parler, en tout cas dans sa structure scénaristique, etc. S'il y a besoin de faire du spoil dans les prochains épisodes, de toute façon, je pense que je ferai une section sans spoil et après avec spoil. En tout cas, pour revenir où j'en étais, fermons la parenthèse, du coup, les films aux États-Unis, c'est vraiment une industrie. Qu'est-ce que ça implique que ce soit une industrie? Ça implique que déjà, en fait, pourquoi c'est une industrie? Parce que là-bas, les films, ça rapporte de l'argent. Les maisons de production, les grosses maisons hollywoodiennes, elles sont toutes cotées en bourse et un film est censé rapporter de l'argent. Ça a l'air assez rigolo dit comme ça, mais en vérité en France, la majorité des films ne rapportent pas de l'argent. C'est pas ça le principe en France. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ici, le prix du ticket de cinéma, si le film fait assez d'entrées, le film va pouvoir rembourser son budget et sera du coup rentable. Et même, le but, c'est pas juste que le film rembourse son budget. Si un film rembourse tout juste son budget, c'est considéré comme un échec aux États-Unis. Non, il faut que le film fasse beaucoup plus d'entrées que son budget, et du coup, par conséquent, rapporte de l'argent. En France, les films ne sont pas faits pour rapporter de l'argent. Oui, je sais. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai en fait. Mais il suffit de regarder comment est divisé le prix du ticket de cinéma. Votre ticket de cinéma, de mémoire, je crois que c'est un tiers, à peu près, hein, grosso modo. Vous avez un tiers qui va venir au distributeur ou à l'exploitant de salle, un tiers qui seulement ira à l'équipe du film, et un tiers qui ira pour le CNC. Donc en fait, l'organisme qui finance une bonne partie de la production audiovisuelle. En tout cas, en France. Et du coup, ce qui explique qu'en fait le but en France, c'est un système qui essaye de s'auto-suffire, c'est-à-dire que n'importe quel ticket de cinéma que vous achetez, même des blockbusters américains, une partie est reversée pour créer des films en France. Mais du coup, il n'y a pas de corrélation directe. Enfin, je veux dire, quand vous avez qu'un tiers de votre du ticket de cinéma qui peut rentrer pour rembourser le budget d'un film, bon, ça commence à devenir compliqué de vraiment faire des films ultra rentables comme aux États-Unis. Donc en France, on est beaucoup moins sur un système d'industrie. Du coup, qu'est-ce que ça implique que ce soit une industrie? Là, on arrive sur le point intéressant, c'est qu'en fait, une industrie, ça implique qu'il y a un savoir-faire qui a été établi depuis plusieurs générations, des codes, des méthodologies, etc., dans le but d'être le plus rentable et le plus efficace possible. Là, j'ai l'impression d'être un patron d'usine au 19e siècle, mais c'est vraiment ça dans l'idée en fait qu'il faut arriver à capter. Et par conséquent, il y a une forme d'académisme dans l'écriture qui est assez développée aux États-Unis, dans le sens où ils ont des vraies méthodes, des vrais cadres pour introduire des personnages, etc. Déjà, ils ont des études de creative writing, c'est-à-dire que le creative writing, c'est typiquement, on peut faire un master pour être ou une licence pour apprendre à écrire de façon de la fiction, etc. Construire une histoire, par exemple. En France, on n'a pas ça. Enfin, si récemment, il y a pas longtemps, il y a un ou deux masters qui ont ouvert. Je crois qu'il y en a à Saint-Denis, un truc comme ça, ou en tout cas en région parisienne. Mais ça reste minoritaire, quoi. Alors que là-bas, c'est assez courant. Enfin, c'est assez courant. C'est normal. Tout le monde sait ce que c'est que faire des études de creative writing, d'avoir un bachelor ou un degree en creative writing, ce qui n'est pas le cas en France. Mais anyway, en fait, et du coup, tous les scénaristes là-bas, ils sont passés par des méthodes très claires. Et c'est pour ça qu'en fait, la plupart des films hollywoodiens se ressemblent dans leur structure, quoi. Et que d'ailleurs, depuis Star Wars, il y a tout ce truc du voyage du héros, etc., Et moi, c'est un truc qui me saoule, parce que je suis un petit peu anticonformiste.
Je n'aime pas les méthodes. Et surtout, je trouve que l'art, c'est pas approprié pour avoir des méthodes, en fait. Si on fait de l'art, c'est pas de c'est pas de l'artisanat, quoique l'artisanat n'a pas forcément de méthode non plus. Un peu plus quand même, hein, vous me direz, mais l'art, pour moi, ce n'est pas fait pour faire des méthodes. Si on veut des méthodes, on fait des trucs très précis, etc. Mais l'art, c'est de la création. Et pour moi, c'est antinomique de l'aspect méthodique. En fait, pour moi, la méthode tue d'une certaine manière la création, l'innovation. Ce qui est plus intéressant, c'est de se créer justement. Ce qu'on demande à un artiste, c'est d'avoir sa propre méthode, son propre processus. On parle même pas de méthode, mais on parle de processus de création beaucoup plus dans ce cas-là, en fait. Alors qu'aux États-Unis, ils ont des méthodes. Mais pourquoi ? Parce que eux, en fait, oui, le cinéma est peut-être un art, mais c'est une industrie avant tout. Et en fait, ce qui est très frappant, c'est en particulier si vous regardez des chaînes américaines qui discutent de scénarios, et ben moi ça m'énerve à chaque fois parce que les mecs ils ne font que citer des bouquins, ils disent ah oui comme McKee le dit dans son livre Story, comme machin le dit dans tel livre, ça correspond à tel truc, etc. Et là oui il y a tel pattern qui est là parce que du coup je cite bla 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 bla. C'est ouf quoi, genre les mecs vraiment ils sont matrixés par ces bouquins de méthodologie quoi. Moi j'en ai lu aucun. Alors, peut-être qu'un jour j'en lirai, mais pour comme dit Ayenke, un scénariste que j'aime bien pour les oublier. Mais pour me questionner moi-même sur ma propre pratique de l'écriture, en fait je pense que pour moi l'écriture c'est fondamentalement quelque chose qu'il faut apprendre d'une certaine manière ou en autodidacte, ou bien être aidé, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de méthode très claire. Oui, il y a des principes généraux, mais ces principes généraux, on peut les acquérir en regardant justement beaucoup de films, en fait, comprendre ça. Et le problème de ça, c'est que du coup, les Américains, ils ont tendance à avoir avoir un bon sens de la structure. En fait, tout est très structuré, ce qui moi me plaît parce que j'écris beaucoup dans la structure. J'aime beaucoup quand les histoires elles sont bien structurées. Néanmoins, là où je peux émettre un bémol, c'est que ça se sent beaucoup trop. La structure, elle est lourde. Et en particulier, c'est-à-dire qu'il y a un peu cet aspect checklist qu'ils essaient un peu de valider d'une certaine manière quand ils écrivent la série. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tel truc, il faut que les personnages aient un arc narratif, il faut qu'il y ait une histoire d'amour entre machin, etc. Et du coup, je trouve que ça fait complètement fake et ça va pas du tout. Par exemple, quelques aspects qui m'emmènent dans la structure. À partir je crois que c'est du milieu de la saison 1, et ça se prolonge aussi tout le long de la saison 2, chaque début d'épisode, vous avez un extrait de quelques minutes d'un mec qui... d'un type qui, on sait, va devenir un tueur en série. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à chier. En fait, moi je l'ai capté dès le début. Hein. Et qui devront chasser probablement plus tard, bref. Et ça, c'est nul. Enfin, à chaque fois que je voyais ça, j'avais l'impression que, je comprends qu'ils se sont dit oui, en termes de structure, ça rend ça, mais putain, regardez, c'est juste chiant, en fait. C'est pas intéressant. Vraiment, pas du tout. De même, autre élément un peu relou, c'est, dans le paradigme américain, dans le paradigme d'écriture, les personnages doivent nécessairement évoluer. Je suis globalement d'accord avec ça. Mais du coup, ça implique qu'il faut des arcs de personnages, etc., machin. Ok, mais genre, parfois, il n'y a pas forcément besoin de faire évoluer tout le temps les personnages, quoi. Et ça dépend. Et là, par exemple, un truc qui est pesant, c'est dès le début, je trouve, c'est l'histoire d'amour de Holden avec, je crois qu'il s'appelle Debbie ou Deborah. Je suis vraiment nul avec les prénoms. Et on s'en fout. Enfin, en fait, elle est pas crédible pour un sou. Et à chaque fois que je voyais ces scènes, j'étais là, mais elles ne servent à rien. Et parfois, et en fait, les seules fois où ils se sont dit, bon, vas-y, on va les utiliser, on va les faire résonner avec ce qui se passe dans la vie pro d'Holden, de Holden, en fait. On joue sur des petits trucs, etc. Genre, ils vont dans un magasin de chaussures, et là, d'un coup, Holden, il a réalisation sur une chaussure, après, il l'amène dans un entretien pour un tueur en série. Enfin, c'est lourd. Et en fait, c'est pas intéressant. Et d'ailleurs, leur façon de se parler, putain, mais genre, alors je sais pas, peut-être c'est la culture américaine. Et si ça se trouve, il y a vraiment des gens qui se parlent comme ça. Who knows? Mais, waouh, ils ont une façon de parler entre eux, enfin, genre, c'est pas crédible, je trouve, pour un sou. Genre, ok, c'est peut-être de nerd, mais quand même, genre, personne ne parle comme ça. Vraiment,
vraiment personne ne parle comme ça, quoi. Bon, après, peut-être c'est un choc culturel, mais moi je trouvais ça pas crédible dès le départ. Et d'ailleurs, en fait, même dans ces relations, d'ailleurs, tout ce qui est dans l'aspect relation, ça c'est ultra cliché. Genre, pareil, dans la saison 2, que ce soit les relations de Bill, voilà, comme ça, l'agent Ten qui s'appelle Bill, je l'ai retrouvé, avec sa femme et son enfant, enfin, je veux dire, putain, mais c'est toujours le cliché du flic qui a des problèmes à la maison. Enfin, oh là 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 là. C'est pénible, j'en ai marre. J'en ai marre de ces drames domestiques là. À chaque fois, il y a toujours ça. Donc en plus, vu qu'en ce moment, j'ai la tête dedans, mais attends, ils ont tous des problèmes. Là, je suis étonné. D'ailleurs, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu des problèmes d'alcool. Au moins, un cliché qu'ils n'ont pas coché, mais normalement, il y a toujours un flic un peu bourré. Bon, vous avez ça dans True Detective, j'adore True Detective, mais c'est pareil, le même défaut de structure à la con, genre typiquement le fait qu'il y ait des interviews, des flash forward où les personnages se font interviewer alors qu'ils sont beaucoup plus vieux que les faits qui sont relatés dans l'épisode. Enfin, oui, ça fait du ping-pong entre les trucs, machin, mais putain, enfin moi ça ne m'intéresse pas en fait. Moi je veux juste voir le présent, qu'est-ce qui se passe, et pas leurs interviews derrière la caméra où ils sont filmés, leur entretien où ils dissertent de trucs. Enfin, je trouve que c'est la philosophie un peu bas de plafond. Souvent c'est pas très intéressant. Mais bon, on parlera du cas True Detective une autre fois, mais c'est pareil, un des personnages de True Detective, bah, c'est un cliché, quoi. C'est pas celui qui est joué par Matthew McConaughey, mais c'est l'autre. C'est un putain de cliché. Le mec, c'est le flic, il a des problèmes d'alcool, il a des problèmes à la maison et tout. Vraiment, lui, il coche vraiment toutes les cases du bingo. Et c'est pénible. Mais bon, j'aime quand même beaucoup la série True Detective. Et désolé, gros 4x4. Et bon, c'est pas grave s'il y a ce genre de défaut. Mais en tout cas, c'est pareil, on retrouve, des fois c'est récurrent en fait. Je trouve des séries américaines que Mindhunter met assez bien en exergue sur ce coup-là, quoi. Et aussi, un nouveau défaut qui vient d'apparaître, qui est un défaut lié en fait à la politique actuelle. Et vraiment, j'insiste, enfin, pour moi, c'est un défaut. Parce que je trouve que quand c'est mal fait, ça devient problématique en fait. C'est-à-dire que c'est l'histoire de discrimination positive. Attention, petit disclaimer, on n'est pas là pour parler politique. Je ne suis pas contre la discrimination positive. Je suis pas forcément pour non plus, enfin ça dépend, de toute façon c'est toujours des histoires de nuances, hein. Mais c'est pas pour critiquer le fait qu'il y en ait ou pas. Ce que je critique, c'est quand ça se sent dans l'histoire. C'est-à-dire que là, moi, il y a un des personnages elle est lesbienne. Franchement, ça sert à rien. Genre, pourquoi avoir fait un personnage lesbien? Enfin, juste parce que bah voilà, faut cocher des cases. C'est littéralement ça. Tu dis qu'une fois, moi lors d'un interrogatoire, ça va être intéressant. C'est la seule fois. Mais globalement, ça sert à rien, quoi. Et on lui fait une romance, etc. À un moment, enfin, voilà, c'est pareil. Après. Et après, le problème, c'est que ces histoires-là de discrimination positive fait qu'il y a des scènes qu'on a beaucoup plus de mal à voir. Parce qu'il y a un passage qui va se passer à un moment beaucoup dans la saison 2 à Atlanta. Et typiquement, Atlanta, c'est une ville avec beaucoup de noirs, etc. Et du coup, il y a une enquête sur un tueur noir, machin. Et moi, j'arrêtais pas, j'avais tout le temps ce truc-là qui tournait dans mon cerveau en mode discrimination positive, ils ont voulu mettre des noirs parce que machin, etc. Alors qu'en vérité, en fait, ce passage-là est vachement bien, et d'ailleurs est beaucoup plus fin sur la question sur la question putain, mais j'ai le mot anglais, mais il est pas du tout politiquement correct, sur la question de l'ethnie, voilà. On va dire ça comme ça. En fait, très fin sur la question de l'ethnie, mais le fait d'avoir voilà, ces cases-là de discrimination positive font que ça m'a vachement bloqué. Et c'est vraiment assez compliqué. Et par exemple, un des films où je trouve que, enfin, une des rares œuvres de fiction où je trouve qui parle qui met une héroïne femme, et où ça, je trouve que c'est très pertinent, c'est Mad Max Fury Road. Justement là, enfin, tout le propos du film c'est ultra cohérent. Je veux dire, là, c'est une vraie femme, c'est pas juste un homme, c'est pas une femme avec de la testostérone, quoi.
ou un homme avec des oestrogènes, vous prenez, je sais pas dans quel sens vous prendre, mais bref. Voilà. Et donc, en conclusion, bah, c'est une série que moi j'ai bien aimé, je trouve vraiment intéressant, je trouve qu'ils ont vraiment un parti pris assez intéressant, même si, malgré leurs défauts, en fait, la série est vraiment bien. Et d'ailleurs, elle est, je pense, assez résumable par son titre, en fait. Enfin, son titre, son générique surtout, de série qui est bon, moi j'aime pas le générique, je le trouve chiant mais en fait ça enfin je zappais à chaque fois sur Netflix, mais en fait il correspond vraiment bien à l'aspect de la série, non pas que ce soit une série chiante, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous avez ce magnétophone qui défile avec de temps en temps des images glauques en fait, et c'est exactement ce levier là sur lequel la série joue, c'est-à-dire qu'on a tous une attirance pour le morbide, ça c'est un truc clairement on a tous, genre, les histoires de tueurs en série, on connaît tous, quoi. En passant du mythe de Jack l'Éventreur à Ted Bundy, à Marc Dutroux en France, en Belgique, le tueur de l'Est parisien, Guy Georges, Michel Fourniret. Sur tous les noms que j'ai cités, là, forcément que vous avez déjà entendu, ou auxquels vous êtes déjà intéressé. Le contraire m'étonnerait énormément, mais parce que justement, en fait, tout ça, en fait, on est vraiment fasciné par le morbide, tout comme on est pas mal fasciné aussi par les gangsters. Hein. Je veux dire, Netflix, ils ont d'autres séries. Déjà avant, ils ont fait Narcos, qui avait très bien marché. Ils ont aussi un truc, la confession d'un tueur en série, machin. Enfin, on est fasciné par ça, par le morbide, par les tueurs en série, etc., machin. Et du coup, en fait, c'est le ressort principal de cette série, c'est elle joue sur cette fascination, notre curiosité malsaine qu'on a. Putain, elle est lente cette bagnole. Oh, je suis désolé, j'ai passé mon temps à me plaindre des bagnoles. Pourtant, j'ai trouvé des coins de Paris où il n'y a pas beaucoup de voitures, hein, mais j'arrive pas à en trouver où il n'y en a pas. Enfin, si, j'ai peut-être une petite idée, mais bon, on verra si j'arrive à faire ça. Petit foreshadowing. Mais, anyway, la série repose vraiment sur ce qu'on va s'imaginer dans notre tête en écoutant les atrocités débitées par certains tueurs en série, quoi. Et ce versant, et justement, c'est là où elle prend les d'autant plus forte, c'est cet aspect réaliste en fait, qui fait qu'on n'est pas sur. C'est là où il y a une pointe d'audace, ce que j'expliquais avant, qu'il y avait une pointe d'audace, dans le sens où le spectaculaire, il est pas. Le spectaculaire en fait vient du réalisme. Putain, voilà. J'aurais dû dire ça plus tôt, mais en fait, ce qu'il y a de spectaculaire dans la série, c'est cet aspect réaliste. C'est-à-dire que le passage qui se passe à Atlanta, c'est vraiment, enfin, c'est ultra important, c'est un moment important dans la série, etc., machin. Mais factuellement, il n'y a pas grand-chose de spectaculaire qui se passe. Vous n'avez pas une course-poursuite de malades, etc. C'est vraiment aux antipodes de tout ce qu'on voit, de ce qu'on connaît dans les thrillers précédents, en tout cas dans les films ou séries policières. Mais ça reste quand même palpitant parce que la série a su vraiment bien nous mettre dedans et comprendre qu'est-ce qui nous faisait la fascination de ça. En fait, elle met en avant son réalisme. D'ailleurs, c'est là où il y a une petite faute, c'est à la fin de la saison 1. C'est vraiment, voilà, je pense c'est un moment qui m'a un peu bon, pas frustré, mais presque, en fait, c'est un moment qui m'a désarçonné. C'est la fin de la saison 1. C'est que je comprends très bien l'intention, je trouve que ça n'a pas sa place ici. Je vais pas spoiler, vous inquiétez pas, mais en gros, pour être très énigmatique, la fin de la saison 1, c'est une sorte de rendez-vous. Il y a un personnage qui invite un autre personnage, et les deux se retrouvent. Alors, je trouve que c'est très cohérent de la part d'un des personnages de faire l'invitation à ce rendez-vous, de proposer et d'inviter, et d'ailleurs même la façon dont il agit au rendez-vous est extrêmement cohérente avec sa psychologie, et sans dire même intéressant, parce que ça nous montre cette autre facette qu'on n'avait pas vue de lui dans les autres moments de la série, qui est, en fait, c'est ultra cohérent, quoi. Néanmoins, et là où ce truc qui m'énerve, c'est le personnage qui va à ce rendez-vous-là. Genre, what the fuck, mec. Qu'est-ce que tu branles? Alors, je comprends qu'on a tous... je comprends que... il était un peu chamboulé, etc. Voilà. Mais, genre... What the fuck, quoi. Ça va... Enfin...
ce qui se passe et tout. Enfin, j'avais pas l'impression d'être devant un Mindhunter, quoi. Je trouvais ça pas réaliste, pas crédible et tout. Et j'avoue que ça m'a un peu freiné pour aller sur la saison 2. Bon, heureusement, finalement, j'y suis quand même allé parce que, voilà, j'avais bien kiffé la 1 et j'ai enchaîné. Mais c'est vrai que c'est une des rares fautes où je trouve que la série a pas pris conscience de sa grande force qui est son réalisme, en fait. En tout cas, sa vraisemblance, parce que évidemment, c'est pas toujours réaliste, on le sait très bien. Néanmoins, c'est tout pour cette critique, parce que là, je commence à patauger dans la semoule, hein, c'est la conclusion et tout, donc on va s'arrêter ici. C'est fini pour ce Ciné Marchand. Et puis, je sais pas quand on se retrouve, hein, je pense que je vais essayer de faire... on verra en fonction des films que j'ai vus, etc. Mais en tout cas, c'est bien, parce que si j'avais voulu faire un format à la marché parler comme Navo, je pense que j'aurais fait comme lui, en fait, 10 11, et puis après, j'aurais arrêté. Parce que, entre guillemets, j'aurais dit tout ce que j'avais à dire, quoi. Genre, c'est-à-dire que, au bout d'un moment, enfin, ça devient compliqué de parler comme ça en impro et d'explorer toujours des nouveaux thèmes qui soient assez intéressants. Mais en tout cas, le cinéma, lui, le fait de parler sur du cinéma, ça me donne à chaque fois un thème et je pense que je peux parler en fonction des films et séries, etc. Enfin, j'aurai toujours des trucs, je pense, assez intéressants, assez diversifiés à dire, donc ça devrait le faire. Voilà. Donc, bon, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé le podcast. Si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis sur un podcast, ou je sais pas sur quelle autre plateforme vous écoutez, parce que voilà, c'est très clairement c'est ça qui m'aide, c'est ça qui va me permettre que ça marche bien, etc. Et peut-être vous, qui sait, éventuellement d'en vivre. Et puis n'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Merci pour votre attention et puis à la prochaine.